Bon, eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la solution du travail 1, donc un travail que vous m'avez remis récemment dans Léa Travaux. Donc, on a la question ici que je vais lire dans quelques instants. On avait le schéma, donc ça concernait un bloc sur un plan incliné, il y avait à être attaché avec un ressort et aussi avec une corde. Et bon, en gros, c'est ça la situation. Si on lit la question, bon, évidemment, on va aller chercher plusieurs informations. On vous dit d'abord que c'est un bloc qui a une masse de 5 kg. Il est posé sur un plan incliné qui forme un angle de 30 degrés avec l'horizontale. On suppose qu'il n'y a aucun frottement entre le bloc et le plan incliné. Il est attaché par une corde de masse négligeable qui relie le mur à gauche. Il y a un ressort qui a une longueur naturelle de 25 cm et qui relie la partie droite du mur. Et sur le schéma, le bloc est parfaitement immobile. Dans cette configuration, la corde est parfaitement horizontale. Il exerce une tension de 20 newtons sur le bloc et le ressort, il est parallèle au plan incliné. Il y a une longueur de 60 cm. Donc, tous des chiffres qu'on peut extraire là, de notre question. Fait que si on résume ce qu'on connaît, avant de commencer là, comme tel, on connaît la masse de notre bloc. Je peux l'écrire ici. Donc, la masse de notre bloc, c'est 5 kg. C'est donné dans l'énoncé de la question. On a notre angle ici là, de 30 degrés. Donc, je vais écrire ça. Θ est égal à 30 degrés. Concernant notre ressort, on disait que sa longueur naturelle, c'était de 25 cm et sa longueur actuelle, là, maintenant qui a été tirée, c'est de 60 cm. Donc, on comprend que au départ, là, disons, le bloc, quand il était, le ressort, quand il n'était pas étiré, il devait mesurer à peu près long comme ça, environ 25 cm. Ça, c'était sa longueur naturelle. Et maintenant, dans la situation, quand on a accroché le bloc, le ressort s'est étiré et il mesure maintenant là, 60 cm. Donc, en fait, de ici jusqu'à ici, c'était bien indiqué déjà dans notre schéma. On a notre 60 cm qui est là. Donc, déjà, on peut dire qu'est-ce qui nous intéresse, nous, pour faire nos calculs. Ça va être l'étirement du ressort. Donc, la distance qu'on va avoir entre ce point-là et ce point-là. Donc, la distance qu'on a ici, qui correspond à l'étirement, qui est la différence là, entre les deux. Donc, le 60 cm moins le 25 cm. 60 cm moins 25 cm, ça donne 35 cm. Je vais l'écrire tout de suite en système international, donc en mètres, 0,35 mètres. Okay. Donc, voilà pour les informations. Ah oui, on connaît aussi la tension. On dit qu'il y a une force de tension là, qui pointe vers la gauche, puis on dit que la tension, c'est égal à 20 newtons. Voilà. Donc, ça sont les informations de base là, qui sont données directement dans la question. Au numéro A, je demandais comme question, reproduire le schéma de la situation et dessiner les flèches qui représentent toutes les forces qui agissent sur le bloc. Votre schéma doit être gros, clair et lisible. Il devrait occuper au moins la moitié d'une page. On veut reproduire le schéma de la situation, mais surtout identifier toutes les forces là, par des flèches qui agissent sur notre bloc. Je n'ai pas reproduit le schéma de la situation. Là, je vais prendre directement un copier-coller de notre énoncé. Donc, si on y va pour les forces, okay. La première force qu'on peut dessiner sur notre bloc, c'est la force de gravité qui va agir là, verticalement vers le bas. Je pourrais écrire FG là, pour la force de gravité, mais je vais tout de suite écrire l'équation avec les variables. Donc, ça va être la force qui va être égale à mg, donc la masse de notre bloc multipliée par le 9,8. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a la force de tension qui va tirer vers la gauche, comme ça. Donc, notre force de tension que je vais appeler T. Ensuite, on va avoir notre force du ressort que je vais dessiner en bleu. Donc, notre force de ressort qui va être dirigée vers le haut du plan. Le ressort, comme il est étiré, il va avoir tendance à se recomprimer. La force du ressort, j'aurais pu écrire FR, là, mais je vais écrire tout simplement KE. Donc, c'est la constante de rappel du ressort multipliée par la valeur absolue de l'étirement. Et finalement, il nous reste la force normale là, qui va pointer vers le haut, que je vais appeler N comme normale. Et la normale, on se rappelle que c'est toujours à 90 degrés de la surface. Donc, si on a un plan incliné là, qui est à 30 degrés, notre normale, elle va pointer, si on veut, à 120 degrés de l'horizontale. Elle va être à 90 degrés de notre surface. Donc, on a 4 forces qui agissent
sur notre bloc, donc la gravité, la tension, la normale et la force du ressort. On disait bien dans la question qu'il n'y avait pas de frottement entre le plan incliné et le bloc. Il y aurait pu en avoir un, mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Donc le problème est un petit peu plus simple en raison de ça. Ici, sur ce schéma-là, j'ai représenté toutes les forces comme ça. C'est bien de faire ça quand on a un schéma, mais ce qui est intéressant aussi parfois, c'est de faire vraiment là, ce qu'on appelle le schéma des forces. Donc, on oublie le dessin, là, on fait juste se reproduire un axe X, un système d'axes XY, puis on rapporte toutes les forces à l'origine. Ça permet d'éviter les confusions qu'il y a des fois là, entre les différents endroits. Ici, les forces partent pas tous du même point d'application. Fait qu'en ramenant tout ça à l'origine, ça va nous permettre de mieux voir ce qui se produit et surtout de faire de bien décomposer en composante X, composante Y. Donc, quand on a un plan incliné comme ça, on sait que le bloc va se diriger, va se déplacer le long du plan incliné. Il pourrait se déplacer soit vers le bas, soit vers le haut. Dans la situation ici, ce qui arrive, c'est que comme notre ressort est étiré, le ressort, lui, il force vers le haut. Il essaie de ramener le bloc vers le haut, ce qu'il ne peut pas faire présentement parce qu'il y a la corde qui est attachée ici. Mais quand on va lire les prochaines, un peu plus loin dans les questions, éventuellement, c'est qu'on va couper la corde ici. C'est sûr que quand on va couper la corde, le bloc va se mettre à remonter le plan incliné, va donc se mettre à accélérer vers le haut. Fait que le plus simple pour résoudre ce problème-là, ça va être de faire un axe X qui pointe vers le haut. Donc l'accélération dans ce cas-là va être positive puisqu'elle aussi va pointer vers le haut. Et l'axe Y, on aura simplement à le mettre à 90 degrés de notre axe X. Donc si je fais un schéma des forces comme ça, je pourrais donc utiliser un axe X qui va pointer vers le haut et je vais venir me tracer un axe Y qui pointe à 90 degrés de mon axe X. Et là, je peux reproduire toutes les forces qu'on a écrites tout à l'heure sur notre schéma. Donc, on a la force de gravité, mg, qui pointe vers le bas. On avait la force de tension, qui, elle, était vraiment juste horizontale, là, qui pointait vers la gauche, comme ça. On avait notre force normale, qui pointait tout simplement vers le haut, donc directement située là, le long de l'axe Y, notre force normale ici. Et on a notre force de ressort là, qui était parallèle au plan incliné, donc directement le long de l'axe X, qu'on va appeler K fois l'étirement. En faisant un schéma comme ça, c'est un petit peu plus facile de voir ce qui va se passer au niveau de la décomposition des forces. Notre axe X, lui, il est parallèle au plan incliné. Et notre plan incliné, on se rappelle qu'il était incliné là, avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Okay. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant en regardant notre schéma? C'est que notre normale ici et la force du ressort, ça, on est chanceux, ils sont simples parce que la force normale est directement alignée le long de l'axe Y et la force du ressort, elle est directement alignée le long de l'axe X. Donc là, on est chanceux pour ces deux forces-là. On n'aura pas besoin de les décomposer. Par contre, pour la force de tension, on voit qu'elle n'est pas directement elle ne pointe pas directement selon l'axe X ou selon l'axe Y, donc on va devoir la décomposer. Elle va avoir une composante en X, une composante en Y. Même chose pour la force de gravité. Pour décomposer ces forces-là, il faut réaliser là, où sont situés les angles. Okay? Donc, on pourrait voir par exemple que l'angle ici va être égal à notre angle de 30 degrés. Et on pourrait voir que l'angle ici, c'est tout simplement un angle alterne-interne avec l'angle du plan incliné. Donc, ça va être égal à 30 degrés aussi. Donc, avec ces angles-là, on va être capable de décomposer notre force de tension et notre force de gravité selon nos axes X et Y. Donc, on verrait par exemple, si on débute avec la tension, la tension le long de l'axe X, si on la baisse ça, sur l'axe X, elle aura donc une composante qui va pointer par là, qui va être égale à notre tension fois le cosinus de 30 degrés. Donc, on peut écrire ça, T fois le cos de 30. Et sur l'axe Y, notre tension va avoir une composante ici qui va correspondre à T fois le sinus de notre angle. T fois le sinus de 30. Pour notre force de gravité, elle aussi elle a une composante X, une composante en Y. La composante en X, si on regarde, qu'est-ce qui va se passer? Et en composante en Y, ça va être ça. Donc la composante en X, on voit que
ça correspond au côté qui est opposé à notre angle. Donc, on va voir que c'est mg fois le sinus de notre angle, fois sinus de 30. Et la composante qui va être selon l'axe Y va pointer comme ça. Et ça, ce sera la composante mg fois le cosinus de notre angle. Okay. Ça fait un peu beaucoup de choses sur le schéma, mais maintenant nos forces sont toutes bien décomposées. Maintenant qu'on a décomposé nos forces, là, même que pour vrai, là, on pourrait juste oublier, on pourrait même barrer, là, si on veut, on pourrait oublier cette force-là ici, et on pourrait oublier notre tension ici, parce qu'on les a déjà décomposées en composante X, composante Y. Donc on a vraiment, si on regarde selon l'axe X, on a trois composantes. Une composante là, KE qui pointe dans le sens positif, une composante T cos 30 et une composante MG sin 30 qui pointe dans le sens négatif de l'axe X. Et pour l'axe Y, on a deux composantes positives, la normale et T sin 30. Puis en composante négative, on a MG fois cos de 30. Avec ça, vous allez voir, ça va être très simple de résoudre les questions. Si on a pris la peine de se faire un beau schéma de force comme ça, tout bien décomposé, tout bien écrit, ça va être assez simple. Si on regarde le numéro B, on nous demandait de calculer le module de la force normale qui agit sur le bloc. La force normale, elle est ici, sur notre schéma. Donc, la force normale, elle a juste une composante en Y. Elle n'a pas de composante en X. Fait que pour trouver notre force normale, il s'agit juste de regarder qu'est-ce qui se passe sur l'axe Y. Sur l'axe Y, évidemment, ce qui arrive, c'est que le bloc, en ce moment, le bloc est immobile, fait qu'il n'accélère pas. Donc, la somme des forces en X égale à 0, la somme des forces en Y égale à 0 aussi. Et on a donc que la somme de ces trois forces-là en Y est égale à 0. On a tout simplement à écrire notre équation, deuxième loi de Newton, somme des forces égale à MA, qu'on va écrire selon l'axe Y. Donc, on va dire que la somme des forces, selon l'axe Y, va être égale à la masse du bloc, fois la composante en Y de l'accélération, mais l'accélération en Y, c'est 0. Le bloc n'accélère pas selon l'axe Y. Donc, tout simplement, la somme des forces en Y est égale à 0. Qu'est-ce qu'on a comme force en Y? On en a 3. Okay. Il y en a qui sont positives, il y en a qui sont négatives. Les forces qui pointent dans le sens positif de l'axe Y, donc la normale et la composante qu'on avait ici, le T fois sin de 30, ça c'est positif. Et la composante qui pointe dans le sens contraire de l'axe Y, le mg cos 30, ça va être négatif. Donc si on écrit l'équation, donc on va voir là, que la normale qui était positive, plus la composante positive de la tension, donc T fois le sin de notre angle θ. Et là, on avait la composante là, mg cos θ qui était négative. Donc ça, c'est égal à 0. Nous, on cherche, c'est quoi la force normale? Donc on a simplement à isoler la normale là-dedans. Donc si on isole la normale là-dedans, ça me donne juste que la normale va être égale à mg fois le cosinus de 30. Et on va donc soustraire la tension fois le sin de θ. À partir d'ici, on a juste à faire les calculs. Donc la masse, on la connaît, le G c'est 9,8, notre angle θ, on le connaît, la tension, on sait que c'est 20 newtons, l'angle c'est 30. Donc avec ça, on a tout simplement à calculer et ça va nous donner une normale qui est égale à 32,4 newtons. C'est la réponse de la question A. De la question B, pardon. Si on regarde la question C, quelle est la constante de rappel du ressort? Donc, ce ne sera pas beaucoup plus compliqué que ce qu'on vient de faire. On cherche la constante de rappel du ressort, donc on cherche la valeur de K ici. La force du ressort, comme on avait dit tout à l'heure, on est chanceux, elle est juste selon l'axe X. Donc, pour arriver à isoler cette constante K-là, on va devoir écrire l'équation de ce qui se passe en X. Donc, on va écrire la deuxième loi de Newton, somme des forces en X égale la masse fois l'accélération en X. Et on va venir écrire ces composantes-là. Fait qu'on aura la composante KE qui va être positive et on aura deux composantes négatives. Là. Une composante qu'on va appeler T fois cos θ, une composante qu'on va appeler mg fois sin de θ et juste ça qu'on va isoler tout simplement. Donc si on écrit notre équation, deuxième loi de Newton, en X, donc la somme des forces en X égale la masse fois la composante en X de l'accélération. Ici, le bloc est immobile. Donc, comme le bloc est immobile, l'accélération en X est égale à 0. Donc, on a juste tout simplement que la somme des forces en X est égale à 0.
Ici, on écrit notre équation. Donc, on a la composante là, K fois l'étirement qui est positif. Et on avait les deux autres composantes qui étaient négatives. Donc, T fois cos de θ. Et on avait l'autre composante négative là, qui pointe dans le sens contraire, mg fois le sinus de θ. Tout ça, c'est égal à 0. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'étirement, pas l'étirement, pardon, la constante de rappel du ressort, donc la constante K. On a juste à isoler K là-dedans. Donc, si on isole K, ça va nous donner que c'est égal à T fois cos de 30 plus mg fois le sin de 30 degrés, là, de 30 θ. Fait que T cos 30 plus mg sin θ, c'est égal à K fois E. Nous, il faut diviser ça par l'étirement pour être capable d'isoler K. Une fois qu'on a ça, on a terminé parce que la valeur de T, on le connaît, l'angle θ, on le connaît, la masse, on le connaît, G, c'est 9,8, l'angle θ, c'est 30 degrés, et l'étirement, on l'avait calculé tout à l'heure, c'est égal à 0,35 mètres. Donc, avec ça, on est capable tout simplement de calculer notre constante K, et on obtient une constante K qui est égale à 119 newtons par mètre. Donc, c'est la réponse de notre question C. Alors, la question suivante. La question D. Imaginez maintenant qu'on coupe la corde. Donc là, il y a quelque chose qui va changer. C'est qu'on imagine que notre corde ici, on va la couper. Si on coupe la corde, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il ne pourra plus y avoir de tension dans la corde. Donc, mathématiquement, là, ça revient à dire que la tension de la corde, quand on coupe la corde, elle devient subitement égale à 0. Okay? Ce que ça va faire, c'est que ça va changer certaines choses dans notre situation, c'est ça qu'on va tenter de découvrir. Là. Mais entre autres, ce qui va arriver, c'est que si on coupe la corde, on comprend que le bloc, lui, il va se mettre à remonter le plan incliné parce que le ressort va maintenant être capable de se comprimer. Donc le bloc va se mettre à accélérer vers le haut. C'est une des choses qu'on va calculer d'ailleurs à la question D. C'est là qu'on est rendu. Donc on y va. Immédiatement, avant de couper la corde, l'accélération du bloc est nulle car elle est immobile. Mais là, on va couper la corde, calculer l'accélération du bloc, on va dire l'orientation, immédiatement après avoir coupé la corde. Okay. Comment on va faire ça? On pourrait, dans le fond, juste prendre ça ici, l'équation qu'on a écrite là, à la question C. On avait tout simplement, on s'était juste fié sur notre schéma de force ici. On avait vu là que selon l'axe X, on avait 3 composantes de force. Sauf que si on coupe la corde, il n'y aura plus de tension. S'il n'y a plus de tension, la composante ici, le T cos 30, elle va disparaître. Il va donc juste nous rester ces deux composantes-là. Donc un terme KE qui va être positif et un terme mg sin de 30 qui sera négatif. Donc c'est exactement l'équation qu'on avait écrite au numéro B, à l'exception que le terme ici va... ici au numéro C, à l'exception que le terme là, T cos θ va disparaître, parce que la tension va être égale à 0. Donc on va se retrouver juste avec KE moins mg sin θ est égal à 0. Donc je pourrais bien le réécrire. Là. Donc somme des forces en x égale la masse fois l'accélération en x. On va donc avoir que K fois l'étirement moins mg fois le sin de θ est égal à l'accélération. Maintenant, l'accélération n'est pas 0, ça va être égal à quelque chose. Donc, la masse fois l'accélération qu'on ne connaît pas. L'accélération n'est pas égale à 0 parce que là, le bloc va se mettre à accélérer. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'accélération. Donc, on a juste à isoler l'accélération là-dedans. Tout simplement, notre accélération, ça va être égal à KE moins mg fois le sin de notre angle θ. Et tout ça, on va diviser ça par la masse de notre bloc. Okay. Rendu ici, on a terminé. C'est juste des calculs qui restent à faire. La constante K, on la connaît. C'est 119 newtons par mètre. On l'a calculé là, à la question précédente. L'étirement, on le connaît. La masse, le G, l'angle, la masse, encore une fois. Fait que c'est juste des choses qu'on connaît. Et si on fait le calcul, on va donc trouver une accélération qui est égale à 3,46. Et c'est une accélération. Donc, ce sont des mètres par seconde au carré. C'est la réponse là,
de notre question D. On demandait aussi le module. Le module, c'est 3.46. On demandait aussi l'orientation. Donc, l'orientation, ce serait évidemment vers le haut du plan incliné. Il y en a qui disent à 30 degrés de l'horizontale. C'est correct aussi. Voilà. Ce qui nous amène à la dernière question. La question E. On demandait, lorsque la corde sera coupée, qu'arrivera-t-il à la force normale qui agit sur le bloc? Est-ce que la force normale va demeurer inchangée? Est-ce que le module de la force normale va diminuer? Ou est-ce que ça va augmenter? Justifiez votre réponse. Si vous avez une bonne intuition, vous allez voir tout de suite que quand on va couper la corde, la normale va augmenter. Pourquoi? C'est parce que en ce moment, là, quand on a la situation initiale, quand on regarde notre décomposition des forces, là, on se rend compte que selon l'axe Y, on a la force normale qui pointe vers le haut, mais on a aussi une petite composante là, de la tension, qui est sin 30, qui force vers le haut également. Donc ça, ce que ça fait, c'est que la normale n'a pas besoin d'être si grande que ça, parce que en Y, le bloc bouge pas, le bloc n'accélère pas. Fait que le bloc, il part pas à voler dans le ciel, puis il va pas rentrer dans le plan incliné non plus. C'est pour ça qu'il faut que la somme des forces en Y est égale à 0. Donc, ce qui essaie de faire rentrer le bloc dans le sol, dans le plan incliné, c'est mg cos 30. Et pour résister à ça, pour empêcher que le bloc rentre dans le sol, ça prend une force égale dans la direction inverse. Cette force-là, c'est la normale et la composante T sin 30. Sauf que si nous, on vient couper la corde, puis que la tension devient égale à 0, s'il n'y a plus de composante de tension ici qui force vers le haut, ça veut donc dire que c'est juste la normale là, qui va devoir faire la job. Fait que la normale va devoir forcer plus fort. C'est comme si le fait qu'il y avait une corde attachée ici, ça soulageait un peu la normale. La normale n'avait pas besoin d'être si grande que ça pour compenser la composante de la force de gravité. Mais si on vient enlever notre force de tension, nécessairement la normale va devoir augmenter. En fait, elle va devoir devenir exactement égale à mg cos de 30. Okay. Une autre façon qu'on pourrait le voir, ce serait quand on a fait notre numéro B, on avait écrit justement l'équation somme des forces en Y est égale à 0. Donc on avait là, la normale plus T sin θ moins mg cos θ est égal à 0. Si on vient couper la corde, ça veut dire que le terme ici, là, T sin θ va être égal à 0, parce que la tension va être égale à 0. Il va donc juste nous rester que la normale moins mg cos θ égale à 0. Et si on isole la normale, ça va juste donner que la normale maintenant doit être égale à mg cos θ. La nouvelle normale, une fois que la corde est coupée, elle va être nécessairement égale à mg fois cos de θ. Ça, c'est toutes des choses qu'on connaît. Là. La masse, on la connaît. Le G, c'est 9.8. L'angle, on le connaît. Fait que ça, on pourrait calculer, ça serait quoi la normale? Ça nous donne une normale de, si on calcule ça comme ça, 42.4 newtons. Okay. Et si on regarde la normale qu'on avait précédemment, la normale qu'on a calculée quand la corde était accrochée, c'était une normale de 32.4 newtons. Fait qu'on comprend que notre force normale ici qu'on a une fois que la corde est coupée, là, notre 44.2 newtons, évidemment c'est plus grand, 42.4 newtons, c'est plus grand que ce qu'on avait précédemment, là, qui était 32.4 newtons. Donc ça veut dire que le module de la force normale a augmenté. Donc la bonne réponse, c'était le numéro C. On peut justifier là, par une petite explication ou en faisant le calcul comme ça. Donc voilà pour la correction du travail 1. J'espère que ça vous a été utile. Donc bonne journée, à la prochaine.